Bonsoir, bonsoir à tous. Et désolé pour le retard. J'accuse un retard de 20 minutes. Il était prévu que je puisse faire ce direct pour essayer de donner mon avis sur la CAN qui se déroule actuellement en terre ivoirienne. J'espère que le son est bon. C'est une première de faire un direct sur ma page. Voilà, le plus souvent, je l'ai fait sur un groupe spécialisé qui ne parle que de sport en général et de foot en particulier. Et j'ai reçu pas mal de messages me demandant de faire un direct pour donner mon avis sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour expliquer pourquoi je faisais certains posts et donner mes arguments, raison pour laquelle je vais prendre un peu de mon temps pour le faire actuellement. Une minute, s'il vous plaît. Salut Brandon, j'espère que tu vas bien. Bon, je ne vais pas perdre le temps, je ne vais pas attendre que nous soyons assez nombreux. Il faut dire qu'après après le Cameroun, en 2022, la Côte d'Ivoire a décidé d'accueillir le monde du football. En terre ivoirienne. Et il s'agit de la 34e édition, la Coupe d'Afrique des Nations. Cette compétition qui réunit, qui auparavant réunissait les 16 meilleures nations qui s'affrontaient durant 3 semaines. Et il y a quelques années, dès la prise de fonction du Malgache, Ahmad qui avait battu comme ça Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF, avait décidé comme ça de changer de format, de passer du format de 16 au format de 24, ce qui a ajouté comme ça 2 autres poules. Aujourd'hui, se déroule depuis quelques semaines, se déroule la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Salut, c'est Info-Rien. Si tu veux prendre la parole, tu m'envoies la demande et on y va. Voilà, je disais tantôt ceci, la 34e édition se déroule en terre ivoirienne. Le direct va être très bref, il va pas être très long. Parce que je pense que c'est plus facile pour des personnes voilà, de revenir et de suivre un direct qui n'est pas assez long. Bon, très belle fête. Je commence par le départ. Très belle fête. Ouais, Brandon, très belle phase de poule. Avec ce nouveau format, ouais. Comme je disais, très belle fête avec vraiment de l'enthousiasme de part et d'autre. Il faut dire que je vais commencer par le niveau des équipes. Je rappelle que ce n'est pas aujourd'hui que je parle de football. Et il y a les gens comme les grands frères comme les Symphoriens, les Viali et autres qui souvent se réunissent pour discuter de football dans un groupe
un peu restreint. Et il faut dire que, je le disais tantôt depuis, il faut dire que la FIFA, depuis quelques années, a décidé d'accorder ce qu'on appelle, à travers son projet FIFA Gold, une très grosse enveloppe aux fédérations qui vont montrer qu'ils ont utilisé l'argent à bon escient. C'est une somme assez colossale dont je ne maîtrise pas le montant exact, qui est versé sur deux phases. Une première phase au début d'année et la deuxième phase en fin d'année. Le projet s'appelle FIFA Gold. Vous pouvez taper sur Google et vous allez prendre assez d'informations concernant ce projet. Et aujourd'hui, je le disais tantôt, les fédérations sont rendues à l'évidence. Aujourd'hui, le foot n'est plus simplement qu'une fête, qu'un jeu, non. Le foot a traversé les frontières et devient un outil très important avec des enjeux géopolitiques, géostratégiques dans le monde entier. Permettez-moi la digression. Il y a le coach gambien. C'est une première que la démission d'un coach me fasse assez aussi mal. Parce que les gens ignorent. La Gambie, c'est un tout petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui est situé, permettez-moi cette parenthèse, qui est situé en Afrique de l'Ouest, qui est carrément phagocyté par le Sénégal. Il faut dire qu'au regard des élections politiques, présidentielles, en Gambie, il y avait eu un gros désordre. Parce que je ne vais pas donner les noms des présidents. Le président sortant ne voulait pas reconnaître sa défaite. Vous allez comprendre la corrélation entre politique et sport. Et c'est très difficile. Il y a eu des affrontements, l'intervention extérieure à travers les organisations internationales, l'ONU et autres. Qu'est-ce qui s'est passé? La transition était bien difficile parce que l'ancien président, Yahya Jammeh, je peux donner son nom, qui est en exil, avait encore beaucoup des hommes de main au niveau du gouvernement dans le pays. Et c'était difficile pour le président en exercice de pouvoir exercer son mandat et diriger le pays. Il savait que le Belge Thomas Saint-Fiet, qui est arrivé en Gambie, qui a passé beaucoup de temps à Banjul, la capitale de la Gambie, il a essayé de mettre sur pied un projet assez intéressant. Un projet qui s'est soldé premièrement par un échec. Ensuite, la première participation de la Gambie en Coupe d'Afrique des Nations, en terre camerounaise. Ils ont reçu l'espoir de passer et de retrouver, je pense, au huitième de finale. Au quart de finale, je pense. Ils sont éliminés au quart de finale. Et tout le monde a pu apprécier le niveau de la Gambie. C'est très, très important durant cette compétition. Il faut dire que les exploits des Gambiens, je connais particulièrement Bonipi en sélection. Un jeune Gambien qui est passé par l'aventure, qui arrive en Italie et qui jouait à Bologna. Je ne donne pas son nom parce qu'il ne m'a pas autorisé. On l'appelait Moussa Piccolo. Moussa Piccolo, ça veut dire le petit Moussa parce qu'ils étaient deux. Et il m'avait raconté, j'avais eu la chance de le rencontrer en fait. Quand il était encore à la Primavera. La Primavera, c'est le monde de 18 ans en Italie en fait. Et il m'avait dit que, il m'avait expliqué en quelque sorte combien le football, parce que moi je suis Camerounais, pour ceux qui ne connaissent pas, et on croit souvent chez nous que le Cameroun, le football a une envergure assez importante. Non, ailleurs c'est pire. Ça dépasse l'entendement en fait. Il m'avait expliqué, c'est ce jour que le foot chez eux, c'était, voilà, les footballeurs avaient une aura plus importante que les politiciens, que les parlementaires. Et je vous dis, les prestations, les performances des Gambiens en Coupe d'Afrique des Nations en terre camerounaise en 2022 ont pacifié quasi totalement la transition politique en Gambie. Le sélectionneur, l'ex-sélectionneur gambien, beaucoup de classe, beaucoup de fair play. Un des sélectionneurs étrangers les moins polémiques en terre africaine. Un monsieur, ses joueurs disent de lui qu'il était un père parce que il savait que les joueurs locaux qui vivaient au pays, ce monsieur carrément, il rendait visite aux familles des joueurs qui habitaient quelquefois dans les bidonvilles.
Ça, pourquoi je fais cette digression? Ça permet de comprendre l'étendue du management de ce grand monsieur. De ce grand monsieur qui, sur un projet macro-cyclique, a permis à la Gambie de rêver et a permis d'inscrire une fois de plus la Gambie sur la carte du monde. Je ferme cette parenthèse de la Gambie. Moi, sincèrement, j'espère que les politiciens gambiens vont discuter avec lui pour qu'il revienne sur sa décision. Pour moi, c'est une première de vraiment de. Ils ont joué contre mon pays, ils ont joué contre le Cameroun. Mais sa décision de démissionner a été très. Pour moi, c'était dur à encaisser. Parce que c'est un monsieur qui a mené un projet. En fait, pour résumer, il laisse ses enfants orphelins. Il laisse ses gamins orphelins. Parce qu'il était plus qu'un entraîneur, il était plus qu'un sélectionneur, il était un père qui avait une influence positive dans la vie de ses enfants, qui avait, pour certains, tendance à beaucoup dévier. Je ferme cette parenthèse. Je reviens maintenant sur le niveau des équipes. Les gens travaillent, les taux se resserrent. Je me souviens de la visite, je pense en 2020-2021, de Jérémy Dutap et son groupe en Mauritanie, à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Parce que la fédération mauritanienne, par le biais de leur président, de leurs hommes politiques, a construit un très très beau centre. Bien qu'il soit synthétique, mais très très beau. Et je me souviens, j'avais vu les vidéos et les images de Jérémy Dutap. Parce qu'il faut noter que Jérémy Dutap est président de FIFPro Afrique depuis quelques années. FIFPro Afrique, c'est un syndicat qui permet aux footballeurs africains de pouvoir revendiquer leur dû devant les injustices causées soit par les clubs, soit par les managers et autres. Et ce qui m'avait frappé ce jour, c'est l'engouement des jeunes Mauritaniens qui avaient les yeux dans les yeux parce que enfin ils voyaient quelque chose qui sort de terre et qui les permettait de rêver. Hier, on a vu que la Mauritanie qui a tenu en échec la Tunisie. On a vu le Cap-Vert qui sortit premier d'une poule impressionnante. Je peux donner plusieurs exemples. Sachez que le football, aujourd'hui, de nos jours, est quelque chose de très profond. Et les États, c'est-à-dire les politiques, ont compris que le football, en fait, leur sert plus que c'est le peuple. Je m'explique. Le foot, il y a ce qu'on appelle un capital politique. Capital politique, ça veut dire, c'est l'ensemble des prouesses, c'est l'ensemble des réalisations qu'un homme politique a réussi à accomplir durant un mandat donné. Une victoire, un trophée glané d'une compétition, c'est plus aux politiques qu'au peuple. Du coup, ils se sont rendus compte de l'importance, de même la prépondérance dans la gestion de leur peuple. Et c'est pourquoi vous allez voir, aujourd'hui, quand il y a une compétition, les ministres de tutelle se déplacent. Et vous verrez rarement ces ministres se déplacer dans certaines autres disciplines. Malheureusement encore, c'est triste pour moi de le dire, mais il existe encore des sports majeurs, des sports mineurs. Malheureusement, bien que c'est quelque chose qui a été décrié de temps en autre. Je suis très content parce que le niveau des équipes a été impressionnant. Les taux s'est resserré. Et c'est avantageux même sur le plan économique. Ça va permettre de faire tourner l'économie du sport. Je vous rappelle que trois choses, les principales sources de revenus dans l'industrie du sport. Les droits télé, le marketing, le merchandising et le ticketing, la vente de tickets. C'est les trois principales sources de revenus dans le monde du sport. Les droits télé. L'Institut du résultat permet aux télévisions de s'y intéresser, d'investir. Et quand cela se fait, quand les télés arrivent, c'est un effet de causalité entre le premier élément que j'ai cité, les droits télé, et le deuxième élément, qui sont le marketing et le merchandising. Le marketing, les marques affluent parce qu'il y a les télévisions.
qui vont diffuser l'événement. Alors, ça permet comme ça à la CAF, à l'organe suprême qui chapeaute la confédération, d'engranger vraiment assez d'argent sur le plan économique et d'avoir un très bon retour de caisse. Et quand le marketing est fait, ça entraîne le merchandising. Le merchandising entraîne aussi la vente de tickets. Voilà les trois principales sources de revenus dans le monde du sport. Salut Didier, j'en ai pour toi. J'en ai pour toi. J'ai la réponse à ta question. Donc, je disais tantôt, c'est vraiment tout bénéfique pour l'Afrique d'offrir un très très beau spectacle. Vous verrez qu'il y a pas mal de télévisions qui, quelques années en arrière, n'étaient pas intéressées par la diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il y a pas mal de télévisions des pays insoupçonnés qui ont payé pour avoir accès à pouvoir diffuser cette dite compétition. Voilà, une fois que j'ai placé ce propos liminaire, je vais entre les deux pieds dans le Cameroun. Alors, le Cameroun a participé une fois de plus à cette Coupe d'Afrique des Nations. Je dis d'abord que j'ai fait certains posts qui ont été mal compris et mal saisis par certaines personnes. Premièrement, il y a des absences qui nous font très mal. Et je vais expliquer de façon très très pédagogique, vous allez comprendre. Les Anglais appellent un joueur important le key player. C'est-à-dire le joueur qui est capable à lui seul de porter une équipe sur ses épaules. Et avant le début de cette compétition, celui-là qui représentait ce key player pour nous évolue à Brentford. Il s'agit de Mbeumo. Mbeumo qui, je pense, réalise la meilleure saison de sa carrière à Brentford. Vous allez comprendre le lien de causalité entre ce que je dis, entre Mbeumo et toute l'équipe du Cameroun en fait. Durant les matchs qui ont précédé la compétition, il était celui-là qui faisait la différence, qui avait la possibilité d'être imprévisible et de pouvoir voilà, mettre en danger l'équipe adverse. Malheureusement, le sélectionneur n'a pas assez. Je ne viens pas ici émettre un avis sur les qualités du sélectionneur. Je l'ai fait depuis sa nomination. J'ai donné mon point de vue là depuis. Il est là, on doit faire bloc bas derrière lui et espérer qu'il puisse trouver les clés pour pouvoir mener à bien notre équipe. Pas seulement à la CAN, mais dans un projet, je pense, macro-cyclique, qui est celui qui a été présenté par la fédération en nommant ce dernier. Donc, salut grand frère, salut manager. Le premier match du Cameroun était très difficile. Très difficile. Avec beaucoup d'incertitudes. Parce que l'histoire aux Nana, dont je vais éviter, parce que ça peut... les gens ne vont pas comprendre. Donc je vais éviter. On a ici quelqu'un qui vit à Manchester, qui travaille pour Manchester United. Je ne devrais pas citer son nom, parce qu'il ne m'a pas permis. Donc, je peux me targuer, pas moi seul aussi, Viali, d'avoir la primeur de l'information en ce qui concerne le cas André Nana. Son arrivée tardive dans la fédération a créé beaucoup d'émotivité qui est compréhensible chez les Camerounais, qui sont assez supporters. Et je pense que involontairement, ça fragilise l'équipe qui s'est retrouvée à faire un premier match méconnaissable contre la Guinée. Je rappelle que la force d'une équipe comme la Guinée, c'est que une fois que Kaba Diawara, né en France, qui a grandi en France, qui était ancien professionnel, qui est sélectionné de la Guinée aujourd'hui, une fois qu'il est arrivé, il a mis sur pied un projet. Son projet, c'était premièrement de former avec, premièrement, l'équipe phare de la Guinée, qui est Oroya Athletic Club, qui est l'équipe phare qui, chaque année, participe aux compétitions africaines. Et de faire venir pas mal de binationaux, tels que Girassi, qui évolue aujourd'hui côté de Stuttgart, en Allemagne. Et j'en passe. Les Morgan Guilabogui, et j'en passe. Donc, c'est une équipe qui a travaillé sur un projet. C'est bien vrai que la Guinée voilà, ils ont eu un cuisant échec à la CAN au Cameroun. Mais
La fédération a fait confiance à son entraîneur qui a continué. Et aujourd'hui, on peut voir que il semble avoir trouvé les clés de son équipe. C'était difficile chez nous. Deuxième match, on perd contre le Sénégal. Et j'ai dit, après ce match, que le Cameroun a joué le meilleur match de leur sang. Je précise encore, je répète. Parce que moi, j'ai la chance, le Cameroun a joué le meilleur match de leur sang contre le Sénégal. Malheureusement, on a perdu. Parce qu'on a vu une équipe qui pouvait déplacer les blocs adverses en jouant au ballon. Bien qu'il manquait un peu de vivacité dans la transmission des balles. Je vais m'appréhender sur le troisième match. Je vais commencer avec le classement, la tactique. Le 3-5-2, le 3-4-3. Je rappelle aux uns et aux autres ici là que depuis 2020, j'avais lancé mon site internet où je publiais des articles référents pas seulement au football, au sport en général. Je m'attaquais à tout. Les premiers secours dans le sport, la traumatologie, l'hygiène, la toxicologie, la méthodologie et la théorie d'entraînement et tout ce qui va avec. Malheureusement, je le dis aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. Ceux qui me connaissent savent que je partage souvent les liens de ce site. Malheureusement, les hackers ils ont emporté le site. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez plus mes publications, mes articles publiés dans mon site, qui s'appelait lionel.bao.com. C'était le nom de mon site. Mais si vous allez sur Spotify, parce que de façon concomitante, je faisais aussi des podcasts. Donc tous ces articles, je les faisais aussi en podcast qui sont aujourd'hui sur pas mal de plateformes, telles que Spotify et j'en passe. Donc pour dire c'était que je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas un aventurier qui s'est levé un matin parce que j'ai vu des personnes qui m'ont dit ferme ta bouche, comme d'habitude tu ne sais rien. Je ne suis pas un aventurier qui s'est levé un matin qui a dit qu'il veut parler de football, non. Et je ne suis pas non plus quelqu'un qui a bu une boisson prélatée, qui a perdu le cerveau, qui a dit qu'il veut parler de foot, non. Revenons au classement. Le 11 proposé. Le 3-4-3. Qui, je rappelle, c'est un système défensif. Mais c'est une composante du 3-5-2. Parce que le 3-5-2, c'est le système de base. C'est un système défensif qui permet comme ça d'avoir la supériorité numérique tant sur le plan offensif, en phase offensive qu'en phase défensive. Avec la présence des pistons. Les deux composantes du 3-5-2 sont le 3-4-3, le 3-4-1-2. Voilà les deux composantes de ce système. Et on peut encore ajouter le 3-4-2-1, qui est un semi-arbre de Noël, comme disent les Italiens. Donc, vous avez vu que le Cameroun a eu une difficulté majeure. Tchato a été longtemps en difficulté. Les gens n'ont pas compris pourquoi il était en difficulté. Je vais aller dans la jeunesse de ce système et je vais vous expliquer. L'entraîneur qui a le plus brillé en Europe et dans le monde avec ce système, l'entraîneur moderne, je veux dire, je peux pas être précis, c'est Antonio Conte. Rappelez-vous à l'Euro 2016 en France. Il a mis en difficulté tout le monde avec ça. Et je me souviens très bien, il avait comme piston Giaccherini à gauche, Candreva à droite. Le trio de défense. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce détail. Le trio de défense, c'était la défense de la Juve. Chiellini, Bonucci et Bazzali. Cette défense qui a fait en 3 ans 2 finales de Champions League et qui a enchaîné pas mal de Scudetti. Le Scudetto, c'est le championnat italien. Pour qu'un entraîneur puisse utiliser ce système, les joueurs doivent connaître de façon... Ils doivent avoir une parfaite connaissance de ce qu'ils doivent faire, avec exactitude. 1. Des 2, ils doivent avoir automatisme. Vous vous rendez compte, c'était la première fois que le Cameroun
évoluait avec ce classement, le 3-4-3. Et je rappelle encore, ce que les gens ont oublié, c'est que dans une équipe de foot, on a 3 lignes. On a 3 lignes. La ligne de défense, la ligne du milieu, la ligne d'attaque. Très peu de joueurs avaient joué ensemble. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, toutes nos difficultés venaient entre le troisième défenseur et le piston. À droite, on avait Castelletto et Chato. Si vous remémorez le match, à chaque fois, la Gambie réussissait toujours à passer la balle dans leur dos. Simplement parce que les joueurs n'avaient pas cet automatisme-là. Je rappelle que les 2 pistons, à savoir Enzo Chato à droite et Dali Nyongwa, ont déjà évolué dans ces systèmes. Ils évoluent dans ces systèmes dans leur club respectif. Et je me souviens, je me remémore le match de Montpellier contre Paris Saint-Germain. Montpellier avait perdu 5-2 contre Paris. Mais Chato avait fait un match exceptionnel. Il avait en face de lui un sacré client. Un des meilleurs dribbleurs en circulation qui nous reste. Neymar da Silva Santos Junior. Il avait été buteur ce jour. Yongwa, moi je suis Marseillais. Je me souviens, le match, Marseille avait fait match nul contre Lorient. Et il avait été passeur décisif. Match exceptionnel. Pour dire, ces mecs connaissent le système en soi. Malheureusement, ce qui les a manqué, c'est l'alchimie. C'est l'automatisme avec les autres, les 3 défenseurs. Voilà pourquoi Tchad était en difficulté. Constamment. Il est en difficulté. Maintenant, ce match, vous avez vu, il nous a manqué de spontanéité, de magie, d'imprévisibilité. Et je le disais tantôt précédemment que le joueur qui est capable de nous faire cela, Domo n'y est pas. Koudou essaye, mais c'est très prévisible ce qu'il fait. Raison pour laquelle vous avez vu, il y a toujours des prises à 2. C'est-à-dire le défenseur et son milieu de terrain. Revenons sur Chato. Il a été plus en difficulté parce que de son côté, il y avait qui? Toko Kambi, qui difficilement faisait les replis défensifs. Donc il était exposé constamment au 1 contre 1. Et Castelletto, comme je dis, et Chato, non, je ne pense pas qu'ils ont été alignés. Si ce n'était le match précédent. On a joué des défense à 4, qui est totalement différent. Donc, pour résumer, dire que, sachez que le système de 3-4-3, ou 3-5-2, ou 3-4-1-2, ou 3-4-2-1, ce sont les systèmes que les joueurs doivent avoir une certaine confiance, une certaine ancienneté, une certaine facilité de se retrouver les yeux fermés. Automatisme, voilà le terme juste, pour pouvoir évoluer dans ce système. Donc, j'ai vu pas mal de personnes me dire, ah non, non, il a fait un match très correct. Et je pense que il était vraiment attentif. Bien vrai que le meilleur joueur, Mané, le joueur de Gambien, c'était le meilleur joueur de Gambien de la compétition. Hein. Il a été très remuant, très remuant. Et il a vraiment causé de longues difficultés. Mais j'ai loué le courage et la volonté de Chato de ne pas baisser les bras, de continuer à travailler. Ça s'est vu sur son but. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai fait un post pour dire que le staff des Lions est nul. Je vais répondre à mon frère Didier. Avant de parler du staff des Lions, je vais parler du quatrième arbitre. Et je vais essayer de faire le lien entre le 4e arbitre et le staff. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que le staff des Lions est nul. Premièrement, il y a aujourd'hui sur le terrain 4 arbitres. Un arbitre central, 2 arbitres de touche et un 4e arbitre. Les gens pensent que le 4e arbitre a seulement un seul rôle, c'est-à-dire de faire des remplacements. Non. Il a, si de bonne mémoire, il a au moins 6 ou 7 rôles majeurs. Premièrement, il assure les remplacements. Premièrement. Deuxièmement, il contrôle le banc de touche. Il contrôle le banc pourquoi? Vous avez vu, il y a un rectangle qui est alloué aux entraîneurs. Il contrôle que l'entraîneur puisse rester dans sa zone. Et il contrôle qu'il y ait la discipline sur les bancs de touche.
Ça, c'est le deuxième rôle de l'arbitre de touche. Pardon. Le troisième rôle, c'est la communication technique. Rappelez-vous bien de ce thème, communication technique. Je vais en revenir et je vais vous faire comprendre pourquoi je dis que le staff des Lions est nul. L'arbitre est responsable de la communication technique entre le central et les deux autres juges de touche. Il communique constamment avec eux. C'est pourquoi ils ont un dispositif pour communiquer. Le quatrième rôle, c'est, je pense, la gestion des staffs médicaux. C'est lui qui permet au staff médical d'entrer sur le terrain, sur la pelouse ou pas. Le cinquième rôle, c'est la gestion du temps additionnel. C'est lui qui, voilà, c'est lui qui, grosso modo, en communication avec l'arbitre encore central, décide temps additionnel et tout. Sixième rôle, il observe les bancs de touche. Pour voir s'il y a eu infraction ou pas. Parce que souvent, quand il y a la tension palpable, il y a les bancs de touche, il y a les bancs, certains joueurs réussissent à traverser les zones et pouvoir attaquer d'autres bancs de touche. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent les arbitres, vous voulez venir donner un carton jaune ou un carton rouge à un joueur qui est au banc de touche. Ce n'est pas, l'arbitre n'a pas eu les yeux derrière la tête pour voir ce joueur. Non, c'est l'arbitre, le quatrième arbitre, qui signale. Septième rôle, c'est il gère aussi, il s'occupe aussi d'aviser l'arbitre quand il y a les objets sur le terrain. Par exemple, quand il y a deux ballons, c'est lui qui avise. Quand les supporters, par exemple, lancent les objets sur le terrain, c'est lui qui avise. Et je pense que j'ai oublié le dernier rôle. Très bien, le huitième rôle, c'est il remplace l'arbitre. Il est remplaçant en fait. Il remplace un des arbitres qui se blesse. Voilà. Je reviens maintenant sur le rôle du staff technique. C'est quoi un staff technique? C'est un ensemble de personnes, selon moi, hein, je dis vraiment trivialement, qui travaillent en coulisses pour permettre le bon fonctionnement d'une équipe. Et aujourd'hui, vous voyez les staffs techniques assez pléthoriques. Ce n'est pas un fait du hasard. Les staffs techniques modernes ont 10, 12, 15 membres. Je vais essayer d'énumérer, comme j'ai énuméré tout à l'heure, le rôle du quatrième arbitre. Permettez-moi d'être un peu long. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi je dis que le staff des Lions est nul. Le staff technique d'une équipe de foot comprend l'entraîneur principal, l'entraîneur adjoint ou les entraîneurs adjoints, le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens, l'analyste vidéo. J'insiste sur ça. L'analyste vidéo ou les analystes vidéo. Les médecins ou les physiothérapeutes, les nutritionnistes, les psychologues sportifs et les responsables de logistique. Ce qu'on appelle encore les team managers. Qu'est-ce qui s'est passé? Revoyez le match. Moi, j'ai revu le match. Entre la 62e et 5e minute, le Cameroun aurait pu être éliminé de façon abjecte. Avant de dire pourquoi, observez les bancs de touche aujourd'hui quand les équipes jouent. Il y a au moins une personne, et ça j'attire l'attention des fédérations. Il y a au moins un membre du staff qui est l'analyste vidéo ou un des analystes vidéo qui regarde le match avec une tablette. Pourquoi? Il ne regarde jamais le match sur la pelouse. Il regarde le match avec une tablette. Ou le plus souvent, s'il n'est pas sur le banc de touche, il est au gradin. Il regarde le match avec une tablette. Ça lui permet d'avoir une vision panoramique sur le stade et il communique avec un membre du staff qui lui communique à l'arbitre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Entre la 62e et la 65e minute, il y a carrément une pénalty sur Nkoudou. Ce n'est pas moi qui le dis. Même les commentateurs l'ont dit.
allez revoir le match. Et ceux qui se rappellent peuvent me dire, me dire seulement oui dans les commentaires. Il y a un pénalty sur Koudou. Koudou était accroché dans la surface de réparation. Le défenseur adverse a accroché son pied. Et c'était un pénalty net et clair. Qu'est-ce qui se passe? Il essaye de revendiquer à l'arbitre, mais l'action s'est passée tellement rapidement que le jeu a continué son cours. Ses coéquipiers n'ont pas pu voir l'action et le jeu a continué son cours. Il a essayé de venir devant l'arbitre et l'arbitre n'a pas... Voilà, il a continué, il a laissé le cours du jeu. Alors, mon frère disait One Job, je te dis maintenant pourquoi j'ai fait le post. Et tu vas changer d'idée maintenant. C'est le rôle de l'analyste vidéo qui regarde le match avec une tablette devant lui de signaler au coach. Et le coach va mettre la pression sur le quatrième arbitre qui lui va signaler à l'arbitre qu'il y a une infraction et qu'il fallait arrêter et checker. J'espère que c'est clair. Je recommence. L'analyste vidéo a ce devoir, a cette obligation. Il regarde, il dit il y a un ou il y a plusieurs. Le plus souvent, dans les staffs élargis, il y en a plusieurs. Un qui regarde le match de foot au gradin avec une tablette. Il ne regarde jamais le match. Les analystes vidéo ne regardent jamais le match comme un supporter lambda. Non. Ils ont une tablette. Ça permet de scruter, non seulement d'enregistrer d'abord le match, parce que ça se fait avec certains logiciels. Et lui, c'est son rôle de signaler au sélectionneur. Parce que le sélectionneur est concentré sur le match. Il ne peut pas trop voir les micro-actions. C'est lui qui doit signaler au sélectionneur. Et c'est le sélectionneur va... Pourquoi est-ce que vous voyez constamment les Mourinho, les Guardiola et même Belmadi sait bien le faire. Le sélectionneur algérien, l'ex-sélectionneur algérien, parce qu'il a démissionné. On peut lui reprocher d'être de mauvaise foi, mais il sait bien le faire. C'est l'un des rares sélectionneurs en Afrique que je vois, il met la pression sur le quatrième arbitre. Alors, c'est un fait anodin, mais c'est extrêmement grave. Et je pense que l'analyse vidéo, je ne connais pas son nom, c'est un Français. C'est lui qui est venu avec Migné, le sélectionneur adjoint. Je dis c'est extrêmement grave que le Cameroun ait risqué de se faire éliminer par faute d'inattention de tout un staff. Si je vous dis, vous ne mesurez pas, je dis rentrer, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi de même, je vous dis, c'est quand les journalistes, parce que moi j'ai un logiciel qui me permet d'enregistrer tous les matchs. C'est pour la raison pour laquelle moi je revois toujours les matchs en entier après. Avant de faire un direct comme ça, une sortie publique comme ça, je me rassure d'avoir revu le match en entier, en prenant des notes, et puis il peut faire une sortie. Donc, Didier Wanjok, toi qui as joué à ce niveau, si on était dans un pays qui fonctionnait, qui marchait normalement, toi, tu aurais dû, ou tu aurais pu faire au moins une sélection cadette ou espoir. Et tu le sais. Thierry Henry ne vient pas de la France pour venir au Cameroun apprécier un joueur s'il n'a rien. Donc, tu es mieux placé que quiconque sur ce direct pour savoir que aujourd'hui, ces staffs-là, ils sont extrêmement payés cher. C'est pour ce genre de choses. On appelle, si le Cameroun se faisait éliminer, on pouvait les licencier pour faute grave. C'est parce qu'on est dans un pays où, moi j'ai refusé de faire ce direct après le match. Parce que c'est un match qui était rempli de rebondissements et l'émotion des uns et des autres était à son comble. Si je l'avais fait ce jour, ça n'aurait pas eu de... Voilà, les gens vont dire, ah, il raconte sa vie. Non, je vous dis et je vous rassure, revoyez, entre la 62e et 65e minute. Je pense que c'est Tchato qui... L'action est très bien, claire dans ma tête. C'est un jeu en triangle. Une des rares passes, même une des premières que Zambangui, ça verticalise le jeu. Il trouve Toke Kambi qui est placé dans l'intervalle. Dans l'intervalle. Il a laissé le couloir à Tchato. Toko se tourne, il remise. Tchato avant, il fait un contrôle, il centre.
Et je n'ai pas compris pourquoi un coup de n'a pas tiré, frappé directement. C'est quand les journalistes ont proposé le ralenti et qu'il a dit, et qu'ils ont tous été unanimes, que ça c'est un pénalty et un carton jaune. Et moi j'ai été outré qu'on ait un staff. À quoi servent tous ces gens-là? À quoi ils servent? Analyste vidéo. Lui, les joueurs évoluent aujourd'hui avec les cardio-fréquentimètres. Ce sont ce sont les tools, comment on dit, les outils, voilà, qui permettent de monitorer l'activité cardiaque des joueurs. Et ça permet de calculer après la VAM, ce sont les thèmes techniques, je ne vais pas entrer dans ça. Capacité aérobique et tout ce qui va avec. C'est impossible pour moi de pouvoir concevoir que tout un staff. Parce que là, on accuse souvent son. On ne peut pas l'accuser là-bas. C'est le rôle du... Si vous observez bien, regardez le match Guardiola, ils mettent une pression constante et permanente sur le quatrième arbitre. C'est leur rôle. C'est voilà la réponse à mon poste. Et Didier, j'espère que tu es d'accord. Et si tu n'es pas d'accord, tu m'envoies la demande et on en parle. D'ailleurs, celui qui veut prendre la parole m'envoie la demande. Donc, je pense que le Cameroun a, une fois de plus, démontré. Je ne vais pas rester dans les méandres technico-tactiques de ce match. J'ai publié pas mal d'articles sur les systèmes de jeu utilisés. Et les exemples, avec exemple à l'appui, les exemples ont été calqués sur la Coupe du Monde en Afrique du Sud de 2010. Le nombre d'équipes qui ont utilisé tel nombre de systèmes, qu'est-ce qu'il faut faire quand on utilise tel système, qu'est-ce que doivent faire les défenseurs centraux, qu'est-ce que doivent faire les latéraux, qu'est-ce que doivent faire. J'ai tout explicité dans les podcasts. Et je pense que celui qui veut voilà, celui qui veut avoir une idée, il va sur Spotify, il tape mon podcast c'est Lionel Sport, simplement Lionel Sport, et vous allez voir tous mes voilà, il y a plus de 200 podcasts là-bas que j'ai fait. Je faisais en concomitance avec mon site internet qui malheureusement les hackers ils ont, voilà, ça, il n'est plus existant. Je prends le temps avant de relancer un nouveau site parce que je me suis dit c'est important que je puisse partager parce que les gens pensent que quand du foot c'est le stade. Non, le spectacle que vous voyez, ça ne représente plus de 10%. Ça ne représente plus de 10% de l'environnement du football et du sport en général. Plus de 10%. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. J'ai répondu assez sur mes dernières sorties parce que certaines personnes n'ont pas compris. Ils m'ont dit non, pourquoi tu dis ça, non. Moi je suis loin d'être émotif parce que quoi, vous savez, durant mon parcours académique, permettez-moi, on avait un enseignant qui était entre autres avocat d'un club dont je ne vais pas citer, un club italien, qui nous disait, il nous a dit au premier jour des cours, à partir d'aujourd'hui, on n'allait plus réfléchir comme un supporter et comme un manager lambda. Parce que le foot est spécial, est différent. Exemple très banal. Pour ceux qui ont fait économie, oui, parce que dans le foot, dans le sport, il y a aussi l'économie du sport. Le bilan, on dépose le bilan quand? D'une entreprise. En fin d'année, un exemple. Le bilan d'une équipe de foot se dépose à la fin de la saison. La fin de la saison, c'est souvent fin juillet. En Europe. Où est la différence? Deuxièmement, en économie des entreprises en fait. Les entreprises qui sont en concurrence essaient de faire le monopole. Et ils sont le manager d'une entreprise A est content, est heureux quand une entreprise B fait faillite. Parce qu'il va prendre le monopole sur le marché.
et il va écraser la concurrence. Dans le foot, c'est différent. Je vous explique par là pourquoi nous, on réfléchit différemment. Je vous comprends certains qui sont assez émotifs et qui n'ont pas ce recul. Moi, de même, quelques années en arrière, je pensais pareil. En Allemagne, Dortmund, dans les années 90, était en difficulté financière. Son grand concurrent et ennemi a dû contribuer financièrement pour permettre à Dortmund de ne pas couler, de ne pas déposer le bilan. Déposer le bilan, ça veut dire quand les finances sont très négatives. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour certains, ça semble irréel et surréaliste. Ça a une logique. Vous savez, quand un diffuseur, quand une télévision vient, il vous dit, je vous verse tel nombre de, telle somme pour toute une saison. C'est sur un nombre de matchs. Les championnats où il y a 10 clubs, ça fait 18 matchs, aller et retour. Alors, je vous demande pourquoi il est important de réfléchir différemment dans le domaine du sport. Et pourquoi ça se passe différemment qu'ailleurs, que dans une entreprise lambda. Si un diffuseur vous dit, je vous verse X somme pour tel nombre de matchs. Si un club coule, écoutez-moi très bien, si un club coule, dépose le bilan, ils ne peuvent plus jouer. Ça veut simplement dire que l'économie des clubs et de la ligue qui organise le championnat est affectée, est touchée. Parce que les diffuseurs ne vont plus vous verser la somme entière. Simplement parce qu'une journée, vous aurez une journée en moins, voire deux. Pardon, parce que ça sera aller-retour. Les sponsors, la somme ne sera plus exacte. Ils ne vont plus vous verser la somme exacte à la ligue. Parce que les sponsors et les diffuseurs versent la somme à la ligue. Et la ligue se permet de repartir maintenant entre les clubs. Dans un championnat que je connais très bien comme l'Italie, on repartit en fonction du classement. Le champion a une somme, ceux qui jouent la Champions League a une somme, ceux qui jouent l'Europa League a une somme, ont une somme autant pour moi. Ceux qui jouent la conférence, l'Europa Conference League ont une autre somme. C'est comme ça. Du coup, vous comprenez la raison pour laquelle c'est différent, c'est très difficile d'embrasser l'univers du sport et de vouloir penser comme une entreprise lambda. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Moi, je n'aime pas faire les directs très longs. Je pense que j'ai été assez exhaustif. Je tenais à faire cette sortie pour clarifier certains de mes dits et rappeler aux uns aux autres que je ne suis... Voilà, je suis pas un aventurier qui se lève comme ça, il dit il veut pas. Non. Je sais de quoi je parle. Parce que je parle avec... ça peut paraître prétentieux, mais parmi vous, il y a les économistes, il y a les agronomes qui ont passé tout leur... Voilà, 5, 8, 10 dernières années à faire... à étudier un domaine précis. Moi, presque une décennie, c'est consacré qu'au sport. Et rassurez-vous, il y a tellement de choses qui peuvent être faites de façon meilleure. Voilà. Malheureusement, il manque beaucoup de science dans la prise de décision dans nos organes décisionnels bien gestionnaires de sport en fait. Et c'est en partie toujours sur nos sélections. D'où je fais le flashback, je reviens sur la sélection nationale. On a manqué, ça s'est vu, on a manqué d'automatisme. Les automatismes ne se créent pas quand il y a absence de match amicaux. Vous avez vu une équipe comme le Sénégal. Quand on a joué contre eux, on a pensé qu'ils étaient très... Voilà, ils se trouvaient les yeux fermés. Lamine Camara, qui aujourd'hui, je rappelle, Lamine Camara joue le chant au Cameroun. Beaucoup de gens oublient. Moi, je suis scout en fait. Je suis scout, c'est ce qu'on appelle encore observateur de foot. Donc, moi, je suis toutes les compétitions de jeunes. Je dis bien moi, je suis toutes les compétitions de jeunes. Toutes les compétitions de jeunes. Moi, je suis. Lamine Camara joue le chant au Cameroun. Beaucoup de gens ne se souviennent pas. Il a joué la CAN U17. Il a joué la Coupe du Monde U20.
Et il a quitté les Génération Foot au Sénégal. Il a signé à Metz. Il faut dire que Metz, actuellement, a au moins 8 joueurs sénégalais dans son effectif, dans lesquels au moins 5-6 titulaires. Tous qui proviennent de Génération Foot. Peut-être Sadio Mané et j'en passe. Il est venu, il avait déjà été appelé, je pense, après la CAN au Cameroun. Ses prestations, il a été, s'il a fait, je pense qu'il a été toujours l'homme du match. Qu'il a joué dans les compétitions jeunes, toujours. Le plus qu'il a été l'homme du match. Transversal. C'est-à-dire, on suit des jeunes sur une période donnée. Ça fait à ce que vous retrouvez Lamine Camara titulaire en Coupe du Monde. Il a mis au banc Idrissa Gueye, Gana Gueye et d'Everton, Est-Parisien. Pape Gueye de Marseille a mis au banc Cheikhou Kouyaté. C'est pour vous dire que la formation est très importante. Permettez-moi, je ne veux pas avoir un regard critique, mais je vais être objectif dans mon analyse. J'ai causé avec certains Sénégalais, ils m'ont dit, tu sais, chez nous, tout est établi. Quand il y a compétition jeune, on sait que Génération Foot sort tel nombre de joueurs. Et les autres formations, on prend 2 ici, 3 ici. Ils m'ont dit, c'est même pas un mec qui est très enfouis dans l'environnement du football, mais c'est comme ça. Et c'est connu. C'est un peu comme une règle établie par le ministère de tutelle. Mais chez nous, je vais vous poser une question simple. L'ANAFOOT a été créé, je pense que ça fait presque une décennie. Hein. Donnez-moi le nom d'un seul joueur qui est sorti de l'ANAFOOT qui a été en sélection. Je ne dis pas que l'ANAFOOT fait pas le bon travail, non. Je dis juste que quand les choses ne fonctionnent pas, il va falloir se poser, faire une introspection, poser un regard critique, froid, et essayer de trouver la préconisation. L'ANAFOOT, ça fait une décennie, je pense. Dites-moi le joueur qui est sorti de l'ANAFOOT pour la sélection. Chez nous, on nous sort toujours les tours de magie d'Harry Potter. On nous sort un joueur qui n'a pas été... Je suis dans les divers, en fait. Celui qui prend la parole m'envoie la demande et je vais le prendre. On nous sort un joueur qui n'a même pas été dans l'équipe type. Championnat camerounais, la dernière édition. On le ramène. Sur quelle base? Lors du match, le match amical qui précédait la CAN, quand j'ai vu Ngamal titulaire, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Pour ceux qui sont avisés, savent qu'il y a quelque chose qui cloche. On ne peut pas laisser un joueur qui, entre guillemets, n'est pas indispensable. Et grâce au forfait de dernière minute, on le rappelle et il trouve pas de titulaire. Ça veut dire que il faut être rationnel, il ne faut pas être émotif. Mais vraiment, il faut être rationnel. Ça veut dire que le joueur en question était d'une importance capitale. Malheureusement, les choix ont été faits. Moi, je respecte et je soutiens les choix. Je dis, aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire bloc bas derrière notre sélection et que les choses se passent bien. C'est Florian, on me dit que tu ne peux pas participer en raison de difficultés techniques. Moi, je ne sais pas pourquoi. Si tu peux encore réessayer, s'il te plaît. Je montre comme ça, par cet exemple, quand je prends l'exemple de Lamine Camara et je prends l'exemple de l'ANAFOOT, voilà. Ce jeune joueur, quand je parle de suivi transversal, le joueur camerounais qui avait fait le stage à Manchester City, qui joue aujourd'hui, je pense, à Edding, je ne sais pas trop, il joue il avait 15 ans en ce moment. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Et je vais vous dire alors comment ça se passe ailleurs. Au Brésil, Nazario de Luis de Lima, Ronaldo, R9, il est monté sur le créneau et dit haut et fort
que Hendrick, le petit Hendrick, qui a signé au Real de Palmeiras, devrait aller en Coupe du Monde. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? La présence d'un talent précoce, d'une compétition aussi majeure, appelle beaucoup les scouts. Et ça montre la valeur marchande, non seulement, parce que vous n'avez pas idée, non seulement du joueur, mais de l'entité de formation du joueur. Ça fait à ce que beaucoup de clubs envoient les émissaires, ce qu'on appelle les scouts, observer les joueurs dans cet environnement, dans cette institution. Parce qu'ils se disent, si ils ont pu sortir ce crack, ça veut dire que ils en possèdent tellement. Si c'était au Brésil, ce petit était au Brésil. Ce jeune-là, il sera avec la sélection majeure. Équipe nationale, première. Malheureusement, chez nous, le PC est quand même à la Manchester City. Il est rentré. Il est passé aux oubliettes. Alors, et je vous le dis, je suis entre autres éducateur de foot formateur depuis 2018. Donc, je ne parle pas de ce que je ne connais pas en fait. Chez nous, il y a une je pense qu'il y a une... Voilà. Je me réserve de dire certaines choses parce que ça peut choquer. C'est difficile à expliquer en fait. Non, pas difficile à expliquer, c'est incompréhensible. Parce qu'il y a toujours ce fossé entre ce qui est fait et ce qui devrait être fait chez nous. On a été habitué à gagner avec les générations spontanées et qu'on pense que on va continuer à naviguer sur ce prisme et pouvoir obtenir les mêmes résultats d'antan. Non. Non. Aujourd'hui, l'institution qui nous sort encore les joueurs qui réussissent à quitter du Cameroun et signer pro dans les équipes... Non, pas de signer pro. Et signer dans les équipes pro. C'est parce que c'est du Cameroun. Un exemple encore très palpant. On a eu le coach Libi Thomas qui avait gagné la CAN U17 avec des jeunes, avec la génération Simvoué, les Lionel Wamba. Et j'en passe. Ils sont où? Qui de vous a une nouvelle? Si vous a signé aujourd'hui, si vous aujourd'hui, il était à Serein FC en Belgique, il a signé aujourd'hui en première division portugaise. Aujourd'hui, il a signé aujourd'hui. Je crois que c'est le seul qui a pu sortir la tête de l'eau. Avec les... C'est cette génération. C'est les seuls. Ils sont où? Manque de suivi. Et je vous dis, le Sénégal a tout gagné en jeune. En Afrique. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le Sénégal a posé les jalons, les bases d'un renouvellement d'effectifs sur les 5, 7 voire 10 prochaines années. Et observez bien comment se fait la transition ailleurs. Je prends le cas du Sénégal parce que c'est un cas que je connais personnellement, vu que je discute avec pas mal d'encadreurs à Dakar et Sénégalais formateurs que je trouve aussi ici. Observez comment se fait la transition avec l'équipe nationale sénégalaise. Kouyaté, Gueye, ils sont sur la fin. Hein. On n'a pas dit non. Vous avez vu, on ne vous prend pas, non. On les a amenés, on les a rappelés. Et ils voient les enfants jouer et ils sont contents. Chez nous, on va dire que si on prend les joueurs comme ça, ils vont bouder. Vous pensez que ces joueurs n'ont pas d'ego? Vous pensez qu'on peut jouer au Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain, sans avoir l'ego? Vous vous trompez. Kouyaté, c'est un globe-trotteur. Il est passé par Anderlecht, avant d'arriver en Angleterre. Crystal Palace, aujourd'hui il est à Nottingham Forest. Ils ont des l'ego, mais ils sont là. Tout se résume au management. Savoir et pouvoir expliquer le pourquoi des choses. C'est très important. Chez nous, on ne le fait pas. Et on estime que on ne doit pas s'en plaindre. Malheureusement, ce sont les jeunes
nos enfants qui en pâtissent, qui payent le prix. Je n'ai jamais... Allez voir les U20 du Sénégal. Ils étaient en U17. Presque le 3 quarts de l'effectif était en U17. 2 ans plus tôt. Je dis, si vous avez Google, tapez, allez voir les U20 du Sénégal. Et s'il vous plaît, le capitaine des U20, parce qu'il faut dire que l'ami Camara n'était pas capitaine. Hein. Le capitaine des U20, c'était un meneur de jeu, j'oublie son nom. C'est un meneur, c'est un 10. Il s'est blessé avant la CAN, sinon il devait être appelé. Il s'est blessé avant la CAN, sinon il devait être appelé par lui Cissé. Il s'est blessé. Parce qu'on a élargi les listes à 27. Il s'est blessé avant la CAN. Sinon il devait être appelé. C'est un exemple. C'est un exemple. Comme ça de suivi transversal. C'est-à-dire on prend l'échantillon qu'on suit sur une durée donnée. Et on leur permet de gravir les échelons. Chez nous, c'est très difficile. Ça fait 1 heure que je suis en train de parler. Je n'ai pas pu prendre les uns et les autres. Je vais m'arrêter. Je ne vais pas être plus long que ça. Parce que je pense que tout a été dit. Et je me suis assez expliqué. Donc, je sais que nous sommes très émotifs. Et le foot, c'est l'opium du peuple chez nous. Et quand tu sors certains propos, les gens interprètent de façon très émotive, passionnelle et au premier degré. Il faut toujours prendre le temps de comprendre pourquoi. Et moi, je ne me permettrai jamais sur ces réseaux sociaux de sortir une parole déplacée parce que c'est très difficile cet environnement. Simplement parce que c'est un environnement où il y a tellement d'argent. Et vous savez, où il y a tellement d'argent, c'est comme le miel. Il y a le miel et les abeilles. C'est très difficile, c'est un environnement très concurrentiel. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question et tout a été dit. Je vais m'arrêter là, je vais pas être plus long que prévu. Et je pense que je vais prendre la parole, je vais continuer à prendre dans cette lancée pour pouvoir partager ce que je connais dans cet environnement. Et c'est une première sur cette page. Le plus souvent, nous sommes sur l'œil de Vianney. Croyez-moi, et je tenais comme ça, la main sur le cœur, à remercier ce grand frère, Djoka Vianney, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti. Et je ne voulais pas... Permettez-moi de finir avec cette anecdote. Parce que moi, je ne voulais pas en fait je ne voulais pas faire direct comme ça en fait. Et je l'ai connu sur sa page. Allez vous abonner. Je profite de l'occasion pour vous dire, allez vous abonner. Si celui qui veut avoir un regard avisé sur les questions de sport, allez vous abonner sur l'œil de Vianney. Parce que moi aussi, j'y suis en tant qu'intervenant. Et lisez. Pour ma part, celui qui aujourd'hui représente la vérité dans le monde du foot, le monde du sport, il s'appelle Romain Molina, journaliste, investigateur, écrivain français qui est basé en Espagne. Il a écrit pas mal d'ouvrages qui sont hyper intéressants, mais croyez-moi, qui sont extrêmement intéressants et qui nous expliquent le foot comme vous n'en avez pas idée. Pour finir sur Vianney, c'est un grand frère j'ai connu sa page et je lui ai dit, et on a discuté, il m'a dit, tu en connais assez, tu en connais beaucoup. Et tu veux que les choses changent, mais tu ne partages pas. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne connais pas faire cela. Il a pris 6 mois à me... Je pense qu'il a pris au moins 6 mois à me convaincre d'allumer la caméra et de parler. Je vous assure les preuves. C'était difficile pour moi parce que je ne suis pas habitué à ces choses-là. Je n'étais pas habitué à ces choses et je ne suis toujours pas habitué. Juste que le mal est profond et je m'en voudrais beaucoup d'avoir ces modestes connaissances, je précise bien modestes, et de les garder pour moi. Il a pris 6 mois à me convaincre de prendre mon téléphone, allumer ma caméra et de parler juste. Et j'ai essayé ça pendant 3 semaines.
je prends le téléphone, je pose là et je ne réussis pas. Et le déclic, c'était la CAN, c'était le CHAN au Cameroun. C'était mon déclic. Et voilà, dès lors, je me suis dit, j'ai aussi ce devoir de pouvoir partager tout ce que j'ai emmagasiné, tout ce que j'ai appris durant mes années académiques, qui durent, voilà, dorénavant presque une décennie. Et c'est un devoir pour moi de le faire. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, non, même pas. C'est pourquoi je demande souvent aux gens de prendre la parole. Et je pense que si chacun, dans son domaine de prédilection, prenait la parole et essayait de partager ce qu'il sait, le monde se porterait mieux. Et nos jeunes, en manque de repères, seront à l'abri de toutes les dépravations qui minent notre société. On est 5. Moi, je savais qu'on pouvait être même 2. Parce que souvent, je fais les lives sur l'œil de Viali, on est souvent 2. Avec le grand frère Stéphane, à qui je salue aussi ici pour le chapeau, parce que ce sont les grands frères comme ça qui m'encouragent assez, et c'est pour rien, qui me poussent vraiment à le faire. Même aujourd'hui, j'avais un doute, j'avais pas envie de le faire. Ils m'ont dit non, vas-y, tu as promis, il faut tenir ta parole. Donc, merci une fois de plus à ceux qui ont pris le temps de m'écouter. C'est une première. Je vais revenir sur plein d'autres formats où je vais aborder les questions de sport sur un angle pédagogique avec beaucoup de méthodologie. Je vous remercie et vivement que le Cameroun réussisse à suivre le chemin qui est le sien durant cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en terre ivoirienne. Bonsoir et bien des choses à vous.